C'est pas une cloche. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux dans cette belle salle Macalou. Nous allons, avec Myriam, vous parler. Ça marche pas ton truc? Elle m'a fait une blague. Alors, merci pour avoir été dans l'orga d'Agile Grenoble et Mimi étant cette année, les sponsors c'est essentiel, les stands sponsors il y en a plein et c'est super. Mais il y en a un qui est vachement bien parce qu'il offre la bière à 17h, donc on vous invite en sponsor digital bière, c'est quand même unique comme concept, n'est-ce pas? Donc merci à tous. Avec Myriam, on va vous parler d'un sujet qui nous a vraiment porté, qui nous porte et qui va nous porter dans le futur très proche, j'en suis sûre, être impactant sans être impacté. Je m'appelle Laurence Hano, je suis consultante chez Zenica, coach agile et formatrice depuis très longtemps. Et moi, je m'appelle Myriam Alelou, je suis aussi chez Zenica, je suis consultante Scrum Master et également formatrice. Alors, comme on vient de se présenter, nous sommes donc toutes les deux dans des métiers qu'on appelle des métiers d'accompagnement au changement, dans des cadres donnés. Parce que derrière coach, il y a coach agile, derrière Scrum Master, il y a Scrum. Ce sont, comme disait Pablo Pernoche, et pour ceux qui connaissent, j'adore, dans un article en 2017 qui m'avait beaucoup touchée, ce sont des métiers passionnants et usants. Et donc, en vieillissant un petit peu, on cherche à dépenser peut-être un petit peu moins d'efforts, parce qu'on en dépense beaucoup dans ces métiers-là, parce que nous sommes passionnés. Et on s'est posé la question de comment rester impactant, mais tout en mesurant nos efforts. Et donc c'est ce qu'on va, tout en jaugeant nos efforts. Donc ça sera bénéfique pour nous, mais aussi pour les personnes qu'on accompagne. Donc dans cette conf, on vous propose de visiter quelques expériences que l'on a menées dans nos vies. Quelques expériences, c'est pas du tout exhaustif. On a choisi des expériences qui nous ont paru à fort impact et à moindre effort. Et on va aussi beaucoup vous parler et insister sur la mesure. Parce que tout ça, pour mesurer son impact et mesurer son effort, eh ben, il faut faire de la mesure, il faut faire de la mesure régulièrement. Du coup, avant de commencer de parler de ces impacts, de ces efforts, de ces actions, quand on arrive dans une mission, quand on arrive dans une entreprise, une des premières choses qui se passe, c'est qu'on va nous présenter des personnes. On va nous présenter des individus comme Tarek, Julie, Laure, je pense que vous avez plein de prénoms en tête. Mais on peut aussi nous présenter des rôles clés. Voici mon PO, voici ma PM, voici mon architecte. Une présentation peut être un peu plus globale où on va nous présenter une telle équipe ou une autre. Tout ça, c'est dans le but de présenter une organisation. Cette organisation-là, on va l'intégrer pour l'accompagner, pour l'aider, et on va l'intégrer pour plusieurs raisons. On peut l'intégrer pour apporter de l'amélioration, on peut aussi l'intégrer, par exemple, pour aider à résoudre des problèmes identifiés, ou les aider à identifier les problèmes et accompagner dans la résolution. Tout ça pour dire qu'en fait, on arrive dans une organisation qui est en situation A, on va l'accompagner pour X mois, et on l'emmène dans une situation B qui, on espère, est meilleure pour ceux qui font partie de l'organisation. Donc, aujourd'hui, on va faire des impacts, on va impacter plutôt des individus, des équipes, donc des groupes, et même, à une échelle plus grande, les organisations. À travers le reste, la partie suivante, ça va être vraiment, comme a dit Laurence, on va cibler des situations qui nous ont paru récurrentes. On va vous parler des actions qu'on a menées et surtout de l'impact de ces actions et comment on l'a mesuré. Hop, on passe à Mural. Alors, comme les slides, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, et on a décidé de faire un mural. Alors, on ne sait pas, c'est la première fois qu'on fait ça en conf, mais vous nous direz votre retour là-dessus. Alors, premier cas d'étude, le besoin de délivrer plus et ou mieux. Pourquoi cet exemple? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les demandes d'accompagnement. On a besoin de livrer plus et ou mieux. Ok, une fois qu'on a dit ça, eh ben, on va peut-être se poser la question, délivrer plus ou mieux, mais pourquoi? Pour qui? Parce qu'on peut toujours délivrer plus, accélérer, faire plus de fonctionnalités, etc. La bonne question,
qu'on pense devoir se poser, c'est peut-être de prendre un petit pas de recul et de revenir un petit peu en arrière et de se poser la question, mais pour qui ? À qui on livre ? Quels sont nos utilisateurs ? Donc on vous a beaucoup parlé, je pense que vous avez beaucoup entendu parler dans ces différentes conférences de nos utilisateurs. Revenir sur cette partie, alors si vous ne connaissez pas le design thinking, je vous invite à juste regarder, c'est assez... c'est pas nouveau, mais c'est assez intéressant de revenir à est-ce qu'on livre des choses qui résolvent des problèmes. Un utilisateur, de quel qu'il soit, quand on lui livre une fonctionnalité, on va résoudre un problème pour lui. On va lui faciliter en tout cas le travail. Donc revenir, réexplorer nos utilisateurs, réexplorer, c'est peut-être juste aller s'asseoir avec eux hein, et observer la façon dont ils travaillent. Peut-être utiliser des outils comme des personas, peut-être, moi un outil que j'aime beaucoup, c'est le Value Proposition Canvas, vraiment reprendre ce pas de recul, même si notre produit existe, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions ? Est-ce qu'on résout des problèmes avant de parler de solutions? Alors une fois qu'on a fait ça, c'est une première étape. Après, on a plein d'autres outils dans l'agilité. Et on va se poser la question de la valeur. La valeur, là aussi, on vous en rebat les oreilles. La valeur, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Donc, quelle valeur on souhaite apporter à nos utilisateurs, à l'entreprise pour laquelle on travaille, Est-ce que c'est une valeur financière, une valeur éthique, une valeur résoudre un risque, c'est une valeur. Résoudre une dépendance, pourquoi pas, c'est une valeur. Donc, se reposer la question de quelle valeur, c'est pas la valeur, définir la valeur. Ouais, super. De quelle valeur on parle? Une fois qu'on a posé ça, on va se reposer aussi la question de l'urgence. Parmi tous les besoins du monde de tous nos utilisateurs, quelle est à l'instant T la chose qu'on peut délivrer à notre client qui va lui permettre de résoudre un problème? Et ça ne veut pas dire que le reste, on va le faire. C'est qu'on va, de toute façon, on n'a pas le choix, prioriser. Et puis, il y a un petit timer là que j'aime beaucoup. C'est aussi se poser la question de si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Le monde s'écroule, on perd des clients, on perd des parts de marché, ou juste, c'est pas très grave. Le coût du délai, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez, mais c'est assez intéressant de mesurer quel est le coût à ne pas faire tout de suite. Donc tout ça, c'est des petits outils qu'on vous propose. Et puis, vous allez me dire, mais qui est-ce qui peut nous aider dans ces différentes investigations, dans ces différentes actions, à votre avis? Alors les utilisateurs, ouais, on en a parlé. Ouais, marketing, merci Guillaume. Il y en a un qui suit. Le PO, eh ben oui. Les rôles clés là, toutes les actions dont on vient de parler. Les PM, les PO, les business owners, les marketeurs, les bavards, les gens de terrain, les gens du support, qui sont souvent en premier lien avec les utilisateurs. Ces gens-là, dont c'est le boulot de mener ces actions-là, peut-être qu'à un moment donné, eux-mêmes ne se posent même plus la question de l'impact, de l'impact qu'on souhaite amener à travers le produit qu'on délivre. Donc s'appuyer sur eux, alors je ne sais pas si certains ont vu la conférence de Simon Jaillet hier. Ouais, oui, vous avez le droit de parler, hein, dire oui. Moi, c'est ma pépite d'hier. On est tous PO dans une équipe. Ça peut être super intéressant d'être tous PO. Donc, c'est pas la faute du PO qui n'a pas fait son boulot. On est tous PO. On a tous besoin d'aller comprendre, rencontrer, savoir de quoi ont besoin nos utilisateurs. Et puis, l'impact, on va vous en parler à chaque fois. On pense que l'impact de ces petites actions-là, qui demandent finalement, quand on les maîtrise, la première fois, ça demande un peu d'effort, de faire un atelier avec des utilisateurs, de construire des personas, etc. Mais finalement, c'est pas très compliqué, c'est quelques heures, quelques jours. Et l'impact qu'on va avoir sur la valeur qu'on délivre, sur peut-être augmenter ses parts de marché, augmenter la valeur de son produit, réduire son coût, donc en vendre plus, et peut-être que ça peut être super important pour un petit investissement. Le deuxième cas de figure qu'on souhaite vous présenter, c'est accompagner l'équipe dans une meilleure efficacité. En tout cas, c'est une demande qu'on peut recevoir dans certains cas. Derrière le mot efficacité, on peut avoir plusieurs termes, on peut avoir plusieurs demandes. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre derrière ce mot 2 termes. La communication, les interactions
et le partage de compétences. Je vais commencer à vous partager un petit peu mon point de vue, notre point de vue sur le partage de compétences. Aujourd'hui, quand j'arrive dans des équipes, j'entends des phrases du type lui, il est derrière son PC, il ne faut rien de sa journée. Ou par exemple, elle, quand elle est absente, on est dans la merde, on ne sait pas quoi faire. On peut retrouver aussi des phrases du type « Je préfère toujours prendre les tâches parce qu'au moins, ils seront bien faits et ils seront faits à temps. » Bon, j'ai bien sûr un avis là-dessus. J'essaye de ne pas le donner avec des phrases parce que je pense que des fois, je n'arriverai pas à formuler correctement mon avis. Mais j'essaye de l'accompagner, d'accompagner les équipes à travers différents ateliers. Un des premiers ateliers qui me vient en tête, c'est le Vie ma vie, ou comment j'aime bien l'appeler, se mettre dans les chaussures des autres. L'avantage de cet atelier, c'est qu'en fait, on demande à une personne qui a un rôle de promouvoir son rôle, de montrer les défis, les enjeux, les avantages de ce profil. Elle peut le faire en le présentant soit à des nouveaux arrivés dans l'équipe, soit le présenter à quelqu'un qui est déjà présent dans l'équipe, qui est curieux de savoir comment fonctionne une autre personne dans son job, ou qui juste me sort la phrase « je ne sais pas ce qu'il faut de sa journée ». L'avantage de cet exercice, c'est que finalement, on s'appuie sur une personne pour qu'elle-même prenne l'action, prenne l'avantage sur mettre des mots sur son travail. Donc ça va créer du lien social, mais ça va aussi permettre aux personnes de se sentir intégrées dans un collectif. Avec des différentes personnes qui arrivent dans les équipes, on me demande quelles compétences je dois avoir, à part la fiche que j'ai vue sur LinkedIn ou sur un autre outil, quelles compétences je dois vraiment avoir pour répondre à l'objectif, aux enjeux de mon équipe. Pour ça, un atelier qui est super intéressant à présenter, à faire, c'est la matrice de compétences. Est-ce que certains parmi vous ont déjà mis des matrices de compétences en œuvre dans leur équipe ? Super. Bon, j'espère que je vais pas mal l'expliquer du coup. Donc en fait, le but de cette matrice, c'est de cartographier les compétences nécessaires pour une équipe, pour qu'elle puisse répondre aux enjeux et aux attentes qu'on a d'elle. Et en parallèle, on va mettre les attentes. Les attentes, c'est combien j'ai besoin d'experts, combien j'ai besoin d'intermédiaires, de personnes qui sont intermédiaires, ainsi de suite. Ensuite, on va demander aux personnes de s'auto-évaluer. Donc il y a un principe de confiance. On va leur demander de s'auto-évaluer. Et par la suite, on va revoir cette matrice ensemble. On va voir, est-ce qu'on répond aux attendus? Si on répond, c'est parfait. Et si on ne répond pas, on établit une stratégie pour y répondre. Attention, quelque chose à garder en tête, c'est que quand on met une matrice de compétences, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. C'est intéressant de le mettre à jour de temps en temps parce qu'on a des personnes qui vont monter en compétences. On va avoir des enjeux dans l'équipe qui vont changer. Donc c'est assez intéressant de garder vivant. Et un truc à ne pas oublier, c'est, vous connaissez le buzz factor? Donc demain, un collègue va se faire écraser par un bus. Il a toutes les connaissances pour développer un beau produit. Vous faites comment? L'intérêt en fait de cette matrice, c'est aussi d'éviter cet effet-là. Bon, j'espère pour aucun de vos collègues qui soit écrasé, mais quand même, faut... Pardon? Bon, j'entends des voix. Donc voilà. Après, une dernière chose qui est assez intéressante dans cette matrice, c'est qu'elle peut nous montrer que certains experts vont avoir du mal à déléguer. Parce qu'ils tiennent beaucoup à leur connaissance, à ce pouvoir potentiellement que ça leur donne. Et savoir déléguer, c'est tout un art. C'est pas évident de forcer une personne à déléguer. En fait, il faut comprendre pourquoi elle ne souhaite pas déléguer. Ça peut être par peur que la tâche soit pas faite dans le temps. Dans le temps, est-ce qu'elle soit pas rendue. Donc ici, ce qu'on peut proposer est, grâce à la matrice de compétences, de binômer avec un débutant qui souhaite monter en compétence sur l'action. Donc ils vont travailler ensemble. D'un côté, on a un passage de compétences, et de l'autre, on a la personne qui est experte, qui est un peu plus rassurée. Une deuxième raison pourquoi on ne délègue pas, c'est parce que ça peut être mal fait. Et c'est là où il y a un monsieur tout au fond là qui m'a appris quelque chose, qui s'appelle Laurent Tardif. Il m'a appris que quand on délègue, j'espère que je ne massacrerai pas ce que tu m'as appris, il faut donner un cadre clair qui décrit correctement ce qu'on attend et ce qu'on souhaite avoir, quel est le but final de cette action. En tant que personne qui délègue, on va laisser libre arbitre à cette personne de faire tout ce qu'elle veut dans le cadre pour atteindre, on lui fait confiance qu'elle trouvera
les bons outils et les bons moyens, nous, on se rendra disponible pour, d'un côté, clarifier en cas de besoin et surtout répondre à ces questions. Donc on ne va pas prendre la personne par la main, mais on va être plutôt dans un cadre de bienveillance, de confiance et de co-construction. Hop, est-ce que je viens tout dit, je pense. Oui. Ces actions, pour nous, elles sont assez faciles à mettre en place, dans le sens où nous, en tant qu'accompagnateurs, on va animer un atelier d'1 heure, on va accompagner, mais c'est surtout là, on délègue, nous aussi, une grande partie aux personnes et à leur intelligence collective pour, voilà les résultats de notre atelier, c'est à nous collectivement d'y répondre et d'essayer de garder d'y répondre. Donc, finalement, l'impact, elle est assez important parce que d'un côté, on permet de créer un collectif qui partage, qui parle ensemble, qui s'améliore ensemble, mais surtout, on va éviter des cas de figure où on se retrouve dans une situation embarrassante si on a un départ ou potentiellement un arrêt maladie d'une longue durée. Le deuxième sujet, c'est les interactions. Une communication, c'est bien. Une bonne communication, c'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est une bonne communication? Ça ne sera pas moi qui vous le dira, ça sera une conférence à 15h55 à l'auditorium qui va en parler et ça complétera parfaitement notre conférence. Donc aujourd'hui, avant de commencer d'accompagner une équipe, de mener des actions, il faut les comprendre. Les personnes peuvent être motivées, ils peuvent être inhibées par des choses. Je vous propose dans ce cas le Moving Motivators. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà testé? Seul ou en groupe? Les deux. Super. Du coup, moi, la plupart des cas, quand je le fais en collectif. Parce que d'un côté, ça va permettre aux personnes de s'exprimer individuellement. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que les autres vont être en écoute et ils vont découvrir ce qui motive les autres. Donc, ils vont se retrouver dans les motivations des autres. Mais surtout, ils vont découvrir ce qui inhibe les autres et comprendre le comportement de quelqu'un quand il réagit très fort ou il réagit d'une façon incompréhensible. Donc c'est un pas de plus vers la compréhension et la création d'un collectif qui a le même langage. On a par la suite, donc à travers cet atelier, je vois souvent du non-verbal où les gens foncent les sourcils, ils hochent la tête. Je dis, lui, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'il va le dire? Dans la majorité des cas, il ne le dit pas. Parce qu'en fait, le savoir dire non, le fait de montrer son désaccord est un tabou, si je peux me permettre de le dire, parce qu'on a peur de blesser, on a peur du conflit, on a peur de plus être intégré dans le collectif. Et là, il y a deux choses qui me viennent en tête. Un premier exercice que j'aime faire, c'est mise en situation. J'invite les personnes, on parle, et je propose des situations et je les invite de les formuler tout en leur présentant soit le desk, soit le OSBD, la communication non violente. Et du coup, ça va leur montrer qu'ils peuvent dire non, qu'ils peuvent montrer leur désaccord en utilisant des phrases qui ne freinent, qui ne bloquent pas la personne en face. Un deuxième exercice que j'aime bien, c'est plutôt un exercice de réflexion. Dans la réflexion, c'est pourquoi tu dis non? Se dit non, qu'est-ce qu'il va impacter la personne en face? Comment il impactera la situation en face? Pareil pour pourquoi tu dis oui. Une fois qu'on y a réfléchi, on essaye de définir une tâche, une action qui va par la suite nous permettre de sauter le pas, d'oser montrer notre désaccord et on le testera. Pour finir sur ça, en fait, savoir dire non, c'est pas vraiment tout ce que j'attends de ces exercices-là. Ce que j'attends, c'est montrer aux gens qu'on peut s'exprimer, qu'on peut dire ce qu'on pense, qu'on peut mettre de la transparence et de l'honnêteté en face, sans qu'on freine, sans qu'on blesse la personne à qui on s'adresse. Et pour finir, par rapport à ça, je pense qu'il y a plein de trucs à présenter, mais on a choisi ces 3 sujets. C'est comment formaliser les règles communes d'une vie d'équipe. On le met noir sur blanc, on l'écrit et ça sera notre référence en cas de conflit. Dans ce cas, je vous propose le Team Agreement. Donc c'est un exercice qui est proposé par le Management 3.0. Juste pour information, tout ce qu'on cite, c'est en annexe. Donc vous aurez des liens sur tous les ateliers, toutes les astuces qu'on vous donne. Donc le Team Agreement, c'est assez intéressant parce qu'on va mettre noir sur blanc plein d'aspects de la vie commune de l'équipe. Et par exemple, pourquoi on est en désaccord? Sur quel sujet on est en désaccord? Est-ce qu'on accepte de vivre avec? Et si on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc finalement, ce travail, là, j'ai mis une phrase, est-ce qu'elle vous parle? Ça me rassure. En fait,
j'ai mis un effort quand même qui peut être significatif, parce que finalement, aujourd'hui, notre rôle, quand on anime ce type d'atelier, quand on accompagne, c'est d'observer, de prendre du recul, d'accompagner les gens, de comprendre leurs craintes. Mais avec le temps, une fois qu'on répète, avec des autres équipes, on gagne une maturité. Donc l'effort va se diminuer au fur et à mesure qu'on fait ce type d'exercice. Mais l'impact, il est génial. C'est vraiment, on gagne beaucoup parce qu'on gagne une équipe saine, une équipe qui se parle, une équipe qui partage. Donc l'effort vaut le coup et l'effort diminuera. Donc on sera de moins en moins impacté à chaque fois qu'on répète ces exercices. Alors, on vous a présenté un certain nombre de cas où, encore une fois, l'objectif de notre conf, c'est de se poser les bonnes questions sur notre impact et sur l'effort dépensé. Donc, en discutant, on a beaucoup discuté avec Mimi pour préparer cette conf, on s'est dit comment peut-être même diminuer encore notre effort. C'est pas qu'on est feignante, hein. On va se préserver. Et ça va être en démultipliant les impacts. Et pour démultiplier les impacts, on va s'appuyer sur des alliés. Et pour ça, on vous propose de faire un petit exercice. Je ne sais pas si vous le connaissez, la stratégie des alliés, ça vous parle? Alors la stratégie des alliés, vous pouvez trouver des références, pareil, on vous en donnera, commence par établir une carte des partenaires. Cette carte des partenaires, ça va être de prendre les personnes autour de vous avec lesquelles vous travaillez ou que vous accompagnez et de les placer dans cette petite matrice en fonction de leur synergie par rapport au groupe, c'est-à-dire quel est leur degré d'action, d'engagement dans des actions, leur motivation, etc. Est-ce qu'ils sont en mouvement dans ce changement? Et puis leur degré d'antagonisme. Alors l'antagonisme, ça peut être vu comme négatif, mais là on cherche plus à classer les personnes sur leur degré de criticité, de challenge. Est-ce qu'ils posent des questions ou est-ce qu'ils suivent tout simplement le mouvement sans trop se poser de questions? De placer ces personnes dans cette matrice, c'est intéressant, alors c'est subjectif évidemment, mais ça peut permettre de voir se dessiner ce qu'on aime bien, c'est d'aller ce triangle d'or, où on va aller chercher, s'appuyer sur les personnes qui sont dans ce petit triangle d'or qu'on appelle les constructifs, et finalement s'allier, et donc mettre nos efforts, mettre la lumière et mettre en mouvement encore plus ces personnes-là qui vont elles-mêmes aller faire basculer le reste, ou en partie, et en particulier la diagonale, les hésitants. Donc démultiplier les forces en s'appuyant sur les alliés. Est-ce que vous connaissez ce film? 12 hommes en colère, bravo. Alors, tablette de chocolat, on va négocier avec Alex. Les 12 hommes en colère, c'est un film de 57. Alors, j'étais pas née quand même, mais c'est aussi une pièce de théâtre. Il y a un film plus récent, mais c'est 1h30 de mise en œuvre de stratégie des alliés. Si vous avez jamais vu ce film, alors la version récente, il est génial et c'est une magnifique illustration de la stratégie des alliés. Alors, il y a des personnes dont on n'a pas encore parlé. On n'a pas beaucoup donné de noms de personnes finalement. Enfin, de rôles en tout cas, ou de personnes. Et les managers dans tout ça? Eh bien, les managers, ça peut être votre principal allié ou votre pire ennemi. Et d'un moment à l'autre, ils peuvent passer à 180 degrés dans une position ou une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, dans nos accompagnements, on a toujours affaire, enfin, vous avez tous affaire à des managers dans vos entreprises. La première chose à faire avant de mettre de l'effort sur ces personnes-là, ça va être de les comprendre. Alors, ça va demander déjà, avant d'essayer de les faire évoluer, de les comprendre. Comprendre leur positionnement dans le système, dans la carte des alliés. Où est-ce qu'ils sont? Comprendre leurs besoins. Ils initient, peut-être, ils sont à l'initiative d'un changement, mais quel est leur besoin à eux, en tant que managers? Comprendre leur champ d'action. Où est-ce qu'ils peuvent agir? Les jeux un peu politiques, qui se jouent aussi beaucoup, qui jouent dans l'entreprise. Une fois qu'on a compris, la chose à ne pas faire, c'est de se dire, moi, super-héros, je vais faire changer... déjà, les personnes, c'est pas possible, mais je vais pas lui demander son avis et je vais le coacher, je vais l'accompagner, je vais lui proposer des choses. Non. D'abord, il va falloir établir un mandat.
il va falloir qu'il vous donne, qu'il vous ouvre la porte, même de manière pas très officielle, mais que vous sentiez cette porte ouverte et ce mandat qui vous est donné pour l'accompagner. Et seulement alors agir avec lui. Agir avec lui, ça va vouloir dire lui donner du feedback, ne jamais le mettre en défaut devant ses pairs. Ça va être lui faire comprendre peut-être le bénéfice qu'il aura et l'impact que lui a sur le reste des équipes et de l'organisation. Donc pour ça, bon, c'est pas révolutionnaire non plus, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas Marty, c'est pas Marty McFly, mais Marty IE, c'est le manager 3.0. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité. Donc Marty, il a 6 yeux. 1, 2, 3, 4, 5, non 5. Ouais, c'est ça. 6 yeux. Il regarde un peu dans toutes les directions. Et c'est important que ces 6 yeux soient en permanence activés. Le manager 3.0. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à revisiter Marty. Et là, évidemment, l'impact, de notre point de vue, ce qu'on a pu voir dans nos expériences, il peut être énorme. Mais il peut être énorme dans les deux sens. Donc c'est une personne, si ces personnes-là, si vous ne vous en préoccupez pas, et j'en ai vu un certain nombre être paumés dans des transfos agiles parce qu'on leur donne une injonction et que le middle management, qu'est-ce qu'on fait? Ah tu sais quoi faire, t'es manager, c'est pas pour rien. Non. J'ai vu des gens comme les lapins vous savez, au milieu de la route, dans le phare, là, de la voiture, bloqués. Donc voilà, l'impact peut être très important dans un sens ou dans un autre, et l'effort n'est pas moindre non plus. Mais on parle bien d'un mandat. Avant de passer aux quantifications, les interdépendances, rapidement. Quand on mène des actions, toutes les actions qu'on vous a présentées et toutes celles que vous pouvez faire dans votre vie, attention à garder pas de recul sur le système. Un impact à un endroit positif peut avoir quelque chose de négatif, peut entraîner quelque chose de négatif à un autre endroit. Toujours se préoccuper du système. L'optimum local, c'est super, mais ça ne suffira pas. Assurez-vous d'avoir toujours cet optimum global. Donc ici, en fait, c'est une partie qui vaut vraiment le coup d'être creusée. C'est aujourd'hui, nos actions ont un impact, ont un résultat. Elles ont forcément un résultat. Contrairement à des personnes qui développent, qui créent du code, notre résultat n'est pas visible forcément tout de suite à l'œil nu. Donc nous, ce qu'on va vous présenter là dans cette dernière partie, c'est comment le rendre visible, comment le rendre factuel. C'est un terme que j'apprécie de plus en plus, comment factualiser les résultats et non pas juste s'appuyer sur notre ressenti. Donc je vais commencer, on vous a parlé de délivrer plus ou mieux. Une chose que j'aime bien, que commence à travailler pour essayer de la maîtriser, c'est les KPI DevOps. Il y a plein de KPI. Je vous mets un article qui les explique tous, mais il y a les 4 là que j'utilise très souvent. Le change lead time, c'est le temps nécessaire pour qu'une feature, une user story, elle passe du backlog à la production. Deployment frequency, c'est comme le dit, c'est le nombre de fois qu'on met en production. Par exemple, nous, on le mesure par PI. À vous de trouver la fréquence que vous souhaitez utiliser pour le mesurer. Mean time to recovery, c'est le temps nécessaire pour corriger un bug détecté en production. Et pour finir, le deployment failure, c'est les échecs qu'on a suite à un déploiement en production. Dans une optique d'amélioration, là, il y a un mot qui résonne dans ma tête, c'est accelerate. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu, vous pratiquez. C'est très difficile à mettre en place. J'avoue ne pas du tout être experte pour l'instant à ce sujet, mais on apprend, on avance. Dans une optique d'amélioration, on a besoin de documenter certaines, comme par exemple, on souhaite délivrer plus, mais les autres, on va essayer de les diminuer. On veut que le cycle de vie d'une user story soit plus court. On veut que le mean time to recovery soit plus court. Donc ça va nous donner des idées sur des actions d'amélioration cibles. En mesurant l'avant et l'après, on va observer si on améliore, et on aura du concret. Alors, sur les mesures de flux qui sont déjà dans les KPI DevOps, effectivement, un petit exemple ici, alors c'est pas très lisible, mais le rouge et le vert se voient bien, une situation qu'on rencontre assez souvent de tuyau bouché. Ou pour le délivrer plus ou mieux, quand on nous demande ça, parfois c'est même que ça délivre plus du tout, ou pas, vraiment pas souvent.
Un truc que j'ai expérimenté chez un client très simple, Kanban, j'adore Kanban, l'approche Kanban, rendre visible le flux, rendre visible les bottlenecks, mesurer. Et en quelques mois, de passer d'un tuyau bouché où on n'arrêtait pas de commencer des trucs et il n'y a rien qui sortait, à des choses qui sortent. Arrêter de commencer à finir, c'est un mantra que n'importe quelle équipe, n'importe quel projet devrait avoir. Le deuxième exemple, il y en a peut-être qui vont se reconnaître dans la salle ou pas loin, c'est pas du flux, c'est une mesure que Mimi et moi on aime beaucoup, la prédictibilité. Un environnement plutôt hardware, où effectivement on est arrivé sur une équipe qui avait du mal à tenir, voilà, qui était un peu démotivée parce qu'ils ont embarqué énormément de choses à faire et ils arrivaient au mieux à livrer même pas 50% de ce qu'ils embarquaient. Évidemment, alors je ne veux pas m'attendre sur les raisons là derrière, mais on a travaillé sur un certain nombre de choses et le but n'est absolument pas d'arriver à 100% parce que c'est un environnement qui est complexe en termes de dépendance notamment et en termes de temps. Mais on a travaillé pour, là aussi, que l'équipe se sente mieux, plus confiante et prédictible, et donc qui aide aussi à voir ce qui va arriver et comment on peut traiter ce qui nous reste à traiter. On vous a aussi parlé des interactions, des partages de compétences, ainsi de suite. Là, il y a un exercice que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Team Radar, que j'aime bien faire en rétrospective, parce que ça fait réfléchir un peu les gens. Et en fait, le but du Team Radar, c'est de définir en début d'année, après c'est comme ça que je le fais, en début d'année, on définit 5-6 thématiques, et on va voir l'opinion de l'équipe sur ces thématiques, donc sur une échelle de 1 à 10, comment ils pensent, comment ça évolue. Moi, je le fais à peu près tous les 4 mois, et j'ai une sorte de courbe qui me permet de voir comment fonctionne, quel est l'avis de l'équipe sur ces sujets. Par exemple, on a des sujets comme la communication, les rôles et responsabilités dans l'équipe, l'alignement sur l'objectif, la valeur, les motivations. Donc, ça permet surtout d'apporter des actions concrètes là où l'équipe ne se sent pas bien. Mais attention à un truc, c'est qu'on peut avoir aussi des effets d'autres événements qui se passent, comme par exemple le départ des gens ou l'arrivée de nouveaux. Donc il faut prendre du recul, il faut discuter, et c'est ça qui est intéressant de faire dans un rétro, parce que l'équipe, elle est prête à prendre du recul, elle est dans ce mindset de prendre du recul à l'instant T. Alors pour continuer un petit peu sur des bilans, alors c'est peut-être un peu des bilans, des objectifs. En tout cas en coaching et quoi qu'on fasse, de toute façon, quand on accompagne un changement, on a parlé de passer d'une situation A à une situation B. La situation B, déjà il faut la caractériser, où est-ce qu'on veut aller. Donc on se donne des objectifs. Et puis tout au long, un petit peu comme Amy vient de le dire sur le Team Radar, tout au long de l'accompagnement, on va se poser la question régulièrement de l'atteinte, de la progression ou pas vers ces objectifs. Le mot-clé, c'est régulièrement. Hein. C'est pas une fois à la fin. Le post-mortem de fin de projet, c'est super, mais ça a ses limites. Un outil qui est sympa, j'ai pas mis de photos parce qu'ils sont très moches, j'ai pas d'iPhone, donc voilà. Des bilans stars, ce genre de choses. Vous mettez vos objectifs au milieu avec vos équipes, vous faites un bilan de ce qu'on a amélioré, développé, amplifié, ce qu'on a arrêté, etc. C'est un truc assez vieux aussi, mais très efficace. Et puis là, quand même, ma petite photo que je vous ai mis, petite organisation, une 50aine de personnes, 5 équipes. On a fait ça sur chaque équipe, et puis on a rassemblé ensuite avec des objectifs au niveau du service, donc au niveau des 5 équipes. Et puis de se dire, on est en statu quo, on n'a pas, certaines personnes, on pense qu'on n'a pas, progressé là-dessus. Le cercle ici, on a progressé, le cercle ici, on a beaucoup progressé. Celle-là, ça m'a pris du temps pour oser te la faire. Mais en fait, c'est le calcul du monétaire du retour sur investissement de nos actions. C'est pas évident de le faire sur toutes les actions d'accompagnement, mais je vais vous donner tout de suite un exemple, ça va faciliter la compréhension. Dans une équipe que j'ai accompagnée, un développeur mettait 2 heures pour faire une release, pour faire l'intégration de la release. Et tu voyais qu'il le vivait très très mal parce qu'on faisait plus de release. Il voulait plus faire, c'était un vrai point de douleur. Et ils doivent le faire des fois jusqu'à 2 fois par jour, donc 4 heures de leur temps à cliquer sur des boutons et à râler. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est réunis, en 1 heure, on a sorti un plan d'action. Ces plans d'action nous a pris 1 jour homme pour le faire. Je parle 1 jour homme, on peut parler en euros, on peut parler en dollars, ce que vous voulez.
Ça a pris un jour homme. On a mis le plan d'action et on a vu sur les prochaines releases comment ça existe. Et ben, du coup, on a vu que ça nous fait gagner 3 jours hommes par sprint. Donc ça peut parler à certaines couches, ça peut parler à des personnes, mais on peut aussi le factualiser comme ça. On finit avec ça? Allez, on finit avec le petit clin d'œil aussi. L'impact, il n'est pas immédiat, pas toujours. Les graines qu'on sème au quotidien, que vous semez tous au quotidien, peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, vous croiserez plein de gens à Grenoble que vous ne pensiez pas voir ici un jour, voire même faire des conférences pour certains. Et voilà, ces impacts-là, peut-être que c'est des efforts que vous ne voyez même pas et qui vont être sympas. Alors, hop, on va passer à la conclusion. Tac. Hop. Pardon. Ça, c'est une petite matrice qui récapitule toutes les petites matrices qu'on vous a montrées. Donc, le slide va être partagé en fin de conférence. Je te laisse finir ta photo. C'est bon? Donc, finalement, je pense que vous avez remarqué qu'on vous a un peu menti dans le titre de la conférence. Vous allez quand même être impacté. Mais en fait, le plus important, c'est qu'il faut distinguer 2 choses. On peut être impacté positivement. Et ça, il faut le prendre, il faut se féliciter. On va voir les résultats de nos actions. On va voir les gens rayonner. Mais aussi, on va être impacté négativement, dans le sens d'être frustré, fatigué, les choses n'avancent pas. Ça peut être dur. Ici, il faut prendre du recul. Le plus important, c'est de prendre du recul. Prendre du recul en réfléchissant à comment je rends la situation la plus intéressante, dans le sens où comment je peux être le plus impactant, comment éviter le plus impacté qu'impactant. Donc ici, ce qu'on vous demande, et là j'ai besoin de mes notes, c'est en fait de mesurer, de voir l'effort dépensé, de le mesurer au début, au milieu, afin de le mesurer. Ça va vous permettre de prendre du recul sur vos actions et cibler pour trouver le moins d'efforts, où vous mettez le moins d'efforts et en étant le plus impactant. Allez, on termine un dernier mot sur le changement. J'ai assisté en septembre à Gilles-en-Seine à un super atelier conf sur le changement, mais le changement voilà, de manière globale. Et le grand apprentissage, voilà, c'était dans une grande société de télécom française où ils ont mené énormément d'actions de changement depuis des années. Ça leur a coûté. Et ils se sont posé la question de la pérennité. Parce qu'ils commençaient à avoir des trucs qui se cassaient un peu la figure. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On remet du fuel, on remet de l'argent là? Donc voilà, Adcar, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un modèle de changement. Il y en a plein d'autres, on vous a mis des liens. Se poser la question de la pérennité, ça veut dire mesurer. Mesurer régulièrement, célébrer les succès, embarquer les personnes, mesurer le chemin parcouru, faire un pas de recul. Donc n'oubliez jamais de mesurer, c'est notre message. Oups. Dernier slide. La personne qui me dit où c'est gagne des tablettes de chocolat. J'irai négocier avec Alex. Vous me direz après. Ce qu'on vous demande là, c'est de prendre une respiration, prendre un pas de recul. Vous, aujourd'hui, là où vous travaillez, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous épuiser? Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre des efforts là où finalement on ne va pas être impactant? Donc demain, quand vous retournez dans votre travail, posez-vous la question de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est les bonnes actions? Est-ce que c'est les actions qui vont avoir le plus fort impact? Discutez-en avec vos collègues. Prenez ce temps, 1 heure, une demi-heure, une demi-journée. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on peut faire qui va être le plus impactant à moindre effort? Et on est là pour répondre à vos questions. Et également ce soir. Super slide. Ce soir à 17h à la bière de Zélica aussi. Merci. On peut prendre 5 minutes de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Comment on peut avoir les slides? Alors normalement sur le site d'Agile Grenoble, 1 ou 2 semaines après, il y aura tous les slides des orateurs qui envoient bien sur leur slide. Et donc il y aura le lien vers Mural. Mais si tu es intéressé pour plus rapidement, tu viens nous voir et je te les envoie direct. L'avantage d'avoir une oratrice organisatrice. Ça veut dire que quand l'effort est trop gros pour un impact, vous ne faites pas Alors le problème c'est de s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Tout notre sujet est autour de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si
t'as très vite, enfin je sais pas de comment voilà, vous êtes personnellement, mais tu peux avoir des idées beaucoup à la seconde, de faire attention, de se poser 5 minutes, ce que je vous ai demandé, pour se dire, est-ce que concrètement, j'ai un objectif clair? Est-ce que l'impact, tu peux essayer de le... Voilà, peut-être de te dire... Moi, je m'aime bien me poser la question pourquoi. Et si j'ai pas de pourquoi, ben, je le fais pas. Et puis, comment tu vas le mesurer? Deuxième, c'est l'impact, ok. Peut-être qu'on aura ça. Et du coup, on va le vérifier petit à petit. Et si c'est pas bon, on va changer. Et on va pas... Justement, apprenez à dire non, apprenez à changer votre direction. Combien de temps vous restez dans une équipe que vous accompagnez? Ça dépend de la taille d'équipe, mais en moyenne. Moi, en tant que Scrum Master, là, ça fait 1 an et demi que je suis dans une équipe. Laurence? En coaching, c'est de 1 heure à 2 ans. Non, 1 an et demi. Sur des organisations. Une dernière question? Ben, on reste à 17h45, comme elle a dit, sur la bière. Merci beaucoup. Merci.